Jazargo est le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci. Bonjour, on est de retour avec les étudiantes internationales Elori, Émilie et Cara et on poursuit la discussion sur le stage à l'international. Donc on poursuit la discussion sur les bons coups, les mauvais coups qu'ils ont réalisés en stage et avant leur stage. Puis les étudiantes vous donnent également des conseils pour que votre stage à l'international soit une vraie réussite et vous donnent également quelques éléments à faire bien attention avant de partir à l'international. Là, c'est sûr que donc, pour vos expériences, vous avez dû vous déplacer quelque part. Qu'est-ce qui a facilité votre arrivée dans votre milieu ou même dans le pays auquel vous êtes rendu, que ce soit ici ou ailleurs? Moi, je dirais les groupes sur Facebook, ça m'a pas mal facilité la vie. Les groupes comme les étudiants à Montréal ou bien les Français à Montréal. Franchement, il y a tellement de groupes comme ça et je posais toutes les questions qui me passaient par la tête et on m'aidait tout le temps. J'ai fait beaucoup de connaissances aussi. J'avais même parlé avec une fille pendant 6 mois. Du coup, elle est venue la semaine passée. On s'est rencontrés après 6 mois. Donc voilà, moi je peux dire les groupes Facebook, ça m'a pas mal facilité. Les vidéos YouTube aussi pour un petit peu visiter la ville. Les vidéos sur TikTok pour savoir où on peut visiter, où on peut manger. Du coup, voilà. OK. Puis vous, les filles? Ben moi, c'est clairement ma mère d'accueil qui m'a sauvé la vie parce que j'étais arrivée à l'aéroport de Lyon puis j'avais pas de réseau, parce que j'avais pas encore ma carte SIM, fait que pas de réseau, pas de Wi-Fi. Puis j'espérais juste qu'elle arrive pour venir me chercher parce que j'avais aucune idée comment me rendre, mais j'avais eu du Wi-Fi juste dans le tramway pour me rendre. Fait que j'avais pu lui texter que j'arrivais, puis elle m'a juste comme trouvé à quelque part dans l'aéroport, puis j'ai dit piou parce que je m'en serais pas sortie. Toi, t'étais chez l'habitant, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai été en famille d'accueil. Je peux pas recommander plus cette expérience-là. C'était magnifique. J'ai même passé Noël avec eux. Puis j'étais vraiment immersée, comme toi qui travailles en centre de réadaptation. Ouais. Avec les Québécois tout le temps. Moi, j'étais avec les Françaises tout le temps. Donc, dans une vraie famille et tout. Puis il y avait même d'autres étudiants. Il y en avait une qui venait du Venezuela, par exemple. Fait que j'ai vraiment apprécié. OK. Et toi, Elori? Moi, j'ai un petit peu triché là dans ce processus parce que je suis venue avec Nolwenn, donc une que j'ai connue à Bordeaux, puis qui avait son chum, donc son petit ami ici. Fait que j'avoue que moi, il y a pas mal d'étapes là où elle m'a vraiment aidée. Là, ça a vraiment été une bonne aide. Puis comme tu disais là, tout ce qui est les groupes Facebook, Français à Montréal ou les étudiants UDM, je sais qu'on avait réussi. Alors par ces groupes Facebook, je sais que Nolwenn avait vu que, par exemple, Maëlle avait une autre, donc qui vient de Belgique, mais qui avait publié dans un post par rapport aux démarches, je sais que c'était Maîtrise Ergo UDM ou un truc comme ça, dans un groupe Facebook. Fait que Nolwenn était rentrée avec Maëlle parce qu'elle voyait que du coup on allait rentrer en même temps. Et moi, j'avais réussi par une connaissance en commun, en fait, à rentrer en contact avec Lise, donc une autre Française. Et du coup, on était un petit groupe de 4, puis on s'est aidés dans les démarches les unes les autres, suivant, si tu connais des gens qui sont déjà venus ici ou autres, tu récoltes des informations, puis on se les partageait comme ça. Puis quand je suis arrivée ici, je te dirais, pas mal Nolwenn, puis Maëlle et Lise, là, pour visiter. Puis, comme tu disais, là, regarder tout ce qui se fait en termes de visite de Montréal et tout. Et après, quand même, je te dirais que ça a été facilité par ma cohorte, là, faut le dire. Parce que je me rappellerai toujours ce jour-là où je suis rentrée dans le pavillon. Moi, c'était un pavillon tout neuf. On n'avait pas ça, chez nous. Puis, j'étais paumée, puis, perdue. Puis, je sais que c'est Billy de notre promo qui nous a dit... vous êtes les nouvelles étudiantes internationales. Puis j'étais oui, venez-vous-en avec moi, je vais vous montrer où c'est. Puis tu sais, elles nous ont vraiment accueillis. On a mangé et tout avec elle après, avec son groupe d'amis. Puis tu sais, elles nous ont présenté. Puis au fur et à mesure, après, c'est les autres de la cohorte là vraiment qui sont venus vers nous. Puis c'est ça. Puis après, qui proposaient les projets. Puis du coup, on avait le projet du party costumé, on avait le projet du défilé.
Ouais, parce qu'on fait des trucs comme ça ici, je te jure. Alors moi, je suis pas au courant de tout ça. On va faire un petit parenthèse pour les mises en contexte. Donc, le party costumé, c'est une tradition dans l'école de réadaptation, donc ergothérapie, physiothérapie, donc kiné. Et en fait, c'est que nous, en février, c'est un concours de danse entre cohortes. Donc, chacune des cohortes, donc t'as 4 années en ergo, 4 années en physio, donc t'as 8 cohortes qui chaque année font une danse. Et tu gagnes des prix en argent et c'est un gros party. On fait la danse sur une scène. Puis après ça, on fait le party. C'est le party de l'année. Là, c'est pas pour nous vanter, mais notre année, on l'a gagné l'année passée. C'est l'ambiance à l'américaine, quoi. Ah Dans ouais, les films. Ouais. Puis même il y avait même quelqu'un qui a filmé les danses, fait qu'on a encore accès. Puis on peut revoir les performances des gens. C'est ça. Puis le défilé, c'était en fait notre année qui organisait un événement pour une levée de fonds pour le bal. Notre bal définissant qui arrive dans 1 an et demi. Je dis ça comme ça parce que c'est moi qu'il va falloir qu'il l'organise. Mais donc, le but, c'est de ramasser des fonds pour que les gens payent le moins cher leurs billets. Et c'était carrément un défilé où on demandait à des marques de vêtements de nous prêter des vêtements en échange de promos. Puis nous, on avait carrément loué un théâtre où c'était des étudiants et étudiantes qui défilaient avec les vêtements de la marque. Puis on faisait l'argent avec les billets vendus. C'est incroyable quand même. Ouais. Ah ouais. Je te jure, moi, j'ai débarqué là-dedans, je me suis dit, waouh, ok. Ça donne envie de venir pour une année complète et faire tout ça, parce que pour 3 mois, je pense pas que j'aurai le temps. Ouais. On te montrera la vidéo de la danse, je l'ai dans mon téléphone Ouais. après. Là. Ok, ça va. Non, mais on se prend au sérieux. C'est pas genre, on travaille pas genre 2 jours sur la choré. Exemple, nous, on travaille depuis 3 semaines dessus. Ouais, 2-3 facile. semaines, puis le party, il est en février. Ah ouais, non, c'est du haut level. Ouais, je Moi, te montrerai ça après. C'est pas comme chez nous, en Belgique ou en France. Parce que nous, on a apprécié notre côté des étudiants internationaux, c'est qu'ils se sont tellement bien intégrés, comme il y en a d'entre vous qui participaient plus que même les étudiants québécois, puis on était genre, let's go! Dans la conversation, comme ceux qui répondaient le plus, c'était les étudiants internationaux, on était comme, on fait dur à côté, là. C'est vrai. Ben, c'est comme, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, nous, on a commencé en COVID. Donc, on dirait que ça nous a tellement pris de temps pour comme rembarquer puis de dire que les gens participent aux activités. On dirait que la COVID a comme eu un effet, on n'est pas devenu amorphe, mais c'était tellement difficile d'aller chercher la motivation, mais ça commence à aller mieux. Ça se relance. Ça se relance. Mais même là, on le voit dans nos cohortes que la COVID a eu un très, très gros impact. T'sais, on est la plus petite cohorte d'ergo qu'ils n'ont pas vu depuis très, très, très longtemps. Précise petite, parce que je sais pas toi, Ouais. mais pour moi, petite. Pour nous, normalement, alors quand tu termines ta maîtrise en ergothérapie, t'es entre 90 et 100 étudiants. Parce qu'on commence à 120. Ouais. On commence à 120 et là, nous, on est rendu à 70. Avec les Dans étudiants ma classe internationaux. aussi, je pense qu'on est à peu près 50-60 Ah ouais? élèves. Ouais. Parce que nous, on Une est... grosse classe. Ah ouais? Parce que nous, on est 40, quoi. Puis... Après, 40 ou 60, je pense pas qu'il y a énormément de différence. Mais ça, c'est 40 le maximum ou c'est... Ouais. OK. 40 le maximum, puis il y en a qui n'ont pas été diplômés dans mon année, je sais, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, je me dis, ouais, petite, ouais. Petite pour ce qui est normalement... Mais pour ce qu'on a commencé, surtout, Ouais. à 120. c'est ça. Mais ça commence toujours comme ça. Hein. Que ça soit en médecine, en droit, on commence par 1000 élèves et au final, il en reste 100. Ouais. Pas grand-chose. Malheureusement. Puis là, je reviens un peu sur ce que je parlais tantôt, mais là, on a parlé de ce qui vous a facilité votre arrivée. C'est quoi qui a été comme peut-être, pas nécessairement un obstacle, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Moi, je te dirais, il y a une des choses au début, ça a été d'accepter le fait que, c'est moi, je suis quand même, j'ai un bon groupe d'amis là chez moi, puis avec ma famille aussi, on est assez proches, puis c'était de se dire avec le décalage horaire qu'ils continuent leur vie, puis que moi parfois je suis pas toute seule ici, mais tu sais, même si j'avais Nolwenn et tout, puis même si par exemple, moi je viens du Pays Basque, donc j'avais ma communauté aussi, t'as une association basque, tu sais, tu retrouves des trucs de chez toi, mais c'est pas ton chez toi quand même. Donc je te dirais qu'il y a ça parfois là où ça complique un peu là, ce côté un peu de nostalgie de sa vie d'avant, puis du coup j'ai un peu l'impression de vivre 2 vies à la fois, parce que je suis avec les gens de chez moi, puis aussi je vis ma vie ici, donc je te dirais ça, mais ça c'est un peu compliqué, mais je te dirais pas que ça vient compliquer non plus ton intégration et tout.
C'est drôle parce que quand tu dis que t'as l'impression d'avoir 2 vies en même temps, moi j'ai l'impression, vu que c'était comme juste un stage de 9 semaines, j'ai l'impression que c'était un rêve puis que ça s'est pas vraiment passé. Comme, il y a personne qui peut en témoigner, j'étais toute seule là-bas, puis là je reviens ici, j'ai vécu ça, mais avec personne que j'ai ramené. Ben là, c'est sûr que avec les étudiantes en ergo, il y en a d'autres qui ont fait ça, puis on se rencontrait les fins de semaine. Mais par exemple, pardon, dans ma famille, il y a personne qui peut comme vraiment comprendre qui était là avec moi. Mais moi, ce qui a été plus difficile, c'était vraiment plus les procédures pour être acceptée puis avoir un logement, là. Oh là là, j'en ai pas dormi pendant des nuits, comme j'arrivais pas à trouver un logement parce que là, je voulais pas un Airbnb pour que ça soit pas trop cher. Mais les appartements, ben là, je restais juste 9 semaines, fait que personne voulait me sous-louer quelque chose. J'ai essayé la colocation, ça marchait pas parce que j'étais trop d'avance par rapport au fait que j'arrivais en octobre, mais les gens, ils prenaient ceux de la rentrée en septembre. Fait que finalement, j'ai juste abandonné, j'ai tapé famille d'accueil, là, j'ai trouvé quelqu'un. Fait que j'étais contente, c'était une agence. Puis là, j'envoie mon courriel, il était tard le soir, fait que le lendemain, j'avais déjà une réponse vu que l'heure en France est avancée. Puis ils me disent « Ah non, mais c'est juste pour les étudiants internationaux. » Fait que là, j'étais comme « Ah non, là, dis-moi pas que vu que je suis stagiaire et non étudiant, ça fonctionne pas. » Puis là, j'ai réécrit un courriel, puis tout, puis elle dit « Ah, c'est parce que j'avais vu ta signature, puis Émilie Baudouin, c'est un nom vraiment français. » Fait que je pensais que t'étais française. Fait que là, j'étais genre « Ok, phew. » Puis là, c'était réglé, là. Ok. Puis toi? Ben, je dirais la même chose pour Montréal. Au niveau des logements, c'était assez difficile d'en trouver. Là, j'ai trouvé un logement, mais je suis à 800 € par mois pour une chambre. C'est énorme. Il y a une grosse crise de logement, donc oui, ça a été quand même difficile d'en trouver. J'ai essayé sur les groupes Facebook. Bref, partout, on m'a donné aussi des sites à consulter. Là aussi, c'était trop loin de mon stage, donc j'ai dû laisser de côté. Et du coup, j'ai trouvé sur Airbnb. Mais bon, ça coûte quand même un bras payer 1100 $ une chambre. C'est pas donné. Sinon, je dirais que c'est pas que c'est difficile, mais on doit quand même prendre le temps de s'adapter ici. Par exemple, c'est marrant de dire ça, mais ils font la file pour entrer dans les bus. J'ai été surprise aussi. Chez nous, genre, tu rentres en mode, c'est la guerre et, j'ai vu que il y avait comme il y a une bonne discipline, et que il y a beaucoup de respect entre vous, il y a, beaucoup de bienveillance, donc ça m'a facilité, entre guillemets, mais, voilà, prendre le temps de s'adapter ici, même au niveau des transports. Le bus, il passe chaque 30 minutes. Par exemple, il n'y a pas les noms des arrêts. Chez nous, c'est très bien marqué. Ici, quand j'ai dû me rendre à mon lieu de stage le premier jour, Hélène, je te fais un petit coucou, je me suis perdue pendant 3 heures, ouais, je peux dire 3 heures dans les transports. Et du coup, j'ai dû prendre un taxi le premier jour. Oui, je dirais au niveau des transports, c'était un petit peu difficile, mais sinon ça va, c'est pas si difficile que ça, je pense. Au début, c'est un peu stressant de venir dans un pays, en plus c'est de l'autre côté de la planète. Au début, t'es stressé, mais on te met vite en confiance et tu t'adaptes vite aussi. J'avoue que par rapport au bus, moi, ça a été facilitant en France qu'ils disent les arrêts, comme, puis j'ai pas pensé qu'ici, ils les disent pas vraiment. Mais, par contre, faut comme saluer l'autobus pour qu'il s'arrête devant nous. Il va pas juste arrêter dès qu'il voit quelqu'un. Ça, j'étais surprise. J'ai failli manquer un bus à cause aussi, si tu sonnes pas et qu'il y a personne dans le bus, il va pas s'arrêter du tout. Hein. Non. Donc, voilà. Tout ça, il faut le savoir. Puis, est-ce que vous avez eu le temps un peu en arrivant pour vous adapter? Ou vous étiez direct en stage, puis là, il fallait que vous gériez le tout en même temps? Du coup, moi, j'ai commencé mon stage le 22 octobre et je suis arrivée genre 2 semaines avant. Et j'ai voulu d'abord visiter le Canada. J'étais au Québec, j'étais à New York. C'était vraiment incroyable. J'ai réalisé mon rêve américain, on peut dire ça comme ça. J'ai pris le temps de visiter la ville, de m'adapter avant de commencer le stage, et ça m'a beaucoup facilité aussi pour mon stage pour plus tard. Ah, ben j'aurais aimé ça avoir ce luxe-là parce que moi, je suis arrivée comme
un jour d'avance. Fait que, Ah ouais. puis j'étais tellement stressée et tout que j'ai pas dormi de la nuit. Fait que le décalage horaire, ça a pas fonctionné. Puis j'ai commencé la première journée, tu sais, j'avais un patient chaque 30 minutes, j'étais épuisée. Puis à un moment donné, comme c'était ma superviseure qui avait le gros bout du bâton qui gérait l'entrevue avec le patient, puis je cognais des clous, j'allais m'endormir, là, ça allait pas du tout. Non, le décalage horaire, ça tue. Franchement, j'ai pris 10 jours à m'adapter. Tous les jours, je me réveillais à 6h du matin. Du coup, chez nous, il était genre midi. Et j'ai pris quand même 2 semaines à m'adapter. Mm-hmm. Ouais, ça prend du temps. Moi, par rapport au décalage horaire, je suis chanceuse, je vais te dire. Enfin, je sais que la première fois, déjà, j'avais pris c'est un peu volontaire. C'est-à-dire que je sais qu'on commençait les cours le lundi, puis moi, j'avais voulu arriver le vendredi parce que j'avais voulu quand même profiter, parce qu'on arrive en janvier, puis je voulais vraiment profiter jusqu'au bout avec ma famille, quand même, ma famille, mes amis. Tu sais, les départs ont été un peu durs. Même si, bon, au final, j'étais dans l'avion avec Nolwenn, on avait prévu de prendre les deux ensemble. Fait que, tu sais, ça a aidé. Mais je sais que le premier jour, je suis tombée, genre, tu sais, je me disais, il faut que tu luttes. Mais genre, 20h30, il y avait plus personne. Genre, je dormais, j'étais morte. Puis je sais que je m'étais levée, genre, parce que moi, je suis quand même une lève-tôt de base. Donc, chez nous, à 6h, 7h du matin, je suis levée, c'est moi en France. Fait qu'ici, ça donnait dans la nuit. Fait que t'avais beau, je sais que la première journée, j'ai eu du mal. Mais après, moi, j'ai eu cette chance-là de me caler. J'ai réussi à me caler dans la journée. Puis du coup, après, me caler au niveau de mes horaires de sommeil. Mais je sais que pour d'autres, ça a pris genre beaucoup de temps. Genre, ça leur a pris 2-3 semaines faciles. Elles avaient du mal à se caler au niveau du décalage horaire. Mais ouais. Puis, est-ce que les horaires sont différents? C'est peut-être niaiseux comme question, mais tu sais, nous, exemple, nous, les cours commencent à 8h30. Souvent, quand on commence à travailler, c'est vers 8h, 8h30. Est-ce que c'est la même chose en France, en Belgique, ou c'est plus tard, ou ça dépend? Je dirais que ça dépend des établissements, si c'est à l'hôpital ou dans une école ou dans un centre de jour. Mais normalement, enfin généralement plutôt, c'est de 8h à 16h, 16h30 maximum. Ouais. Est-ce que c'était ça tes horaires, toi aussi? Ouais, pas mal. Ça ressemblait vraiment. On m'avait juste dit que peut-être que je souperais plus tard, mais je soupe déjà tard chez moi, donc c'était la même chose. Ok, il n'y a pas eu trop de différence. Non, c'est ça. Finalement, il était comme, on soupe à 7h, 7h30. J'étais comme, ah, ok, bon. On en a un peu parlé tantôt, mais comment est-ce que, par exemple, toi, dans ton milieu, puis en France et en Belgique, comment est-ce qu'on perçoit l'ergothérapie? Est-ce que vous voyez qu'il y a une grosse différence de la manière dont on perçoit l'ergo? Ou c'est quand même... la manière dont c'est perçu, c'est quand même assez similaire? Ben, c'est peu reconnu, je trouve, en Belgique, vu que c'est quand même un nouveau métier. Quand je dis que je fais des études en ergothérapie, on me dit « Ah, c'est quoi l'ergothérapie ?» Ici aussi. C'est kiné. Ouais. Ici aussi. Ou bien quand tu rentres dans la chambre d'un patient et je dis « Oui, voilà, je suis ergothérapeute », on me dit « Ah, c'est quoi? Vous êtes kiné, vous êtes infirmière ?» Donc, je trouve que c'est peu reconnu, en tout cas, de mon point de vue. Et ici, en tout cas, au Canada, on m'a souvent dit que c'était beaucoup plus reconnu. Et je peux confirmer ça, bien sûr. Ouais, sûrement plus reconnu, pas parfait. Mais ouais, moi aussi, ça m'a frappé aussi qu'il y avait moins de rôles, comme en tant que tel, mettons, à l'hôpital, le partage des tâches. Par exemple, le kiné, je trouvais qu'il faisait tout, puis il nous restait plus rien. Fait que là, moi, j'étais comme, je pourrais travailler le membre inférieur, puis il était comme, non, ça, c'est les kinés. Puis j'étais comme, ok, le contrôle postural, non, ça, c'est les kinés. Puis j'étais comme, ok. Puis dans le fond, il restait juste le membre supérieur, puis les tâches de tous les jours. Mais bon, au moins, on avait les tâches de tous les jours. Ouais, moi, je te dirais que c'est pas mal. Je vois qu'ici, quand même, c'est pas aussi reconnu que ce que vous vouliez, mais ici, de par mes interactions que j'ai eues là, j'ai beaucoup eu moins souvent à devoir expliquer ce qu'est l'ergothérapie. En fait, j'ai dû expliquer ce qu'est l'ergothérapie aux Français. Je suis en train là d'analyser mes échanges, puis je me dis, en fait, c'est aux Français que j'ai dû leur expliquer, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, c'est en France, je dois quand même expliquer ce qu'est l'ergothérapeute, que je suis une filière, puis en général, je commence à dire, je suis une filière paramédicale. Puis c'est ça, tu dois pas mal expliquer, puis généralement tu simplifies en disant je m'occupe des fauteuils puis de vos activités de la vie quotidienne. Puis tu restes là. Après je te dirais que par contre je sens une grosse différence comme tu le dis là, je sens vraiment une grosse différence au sein de l'équipe. Genre ici l'ergothérapeute a beaucoup de rôles, puis tu sais c'est un rôle assez important là. Moi je le vois, tu sais j'ai été surprise, mais je sais que par exemple, il y a une fois je suis rentrée dans l'unité de soins là où il y avait les infirmières, puis il y avait le médecin. Puis ça là,
je rentre et elle discutait de mettre en place une contention et tout par rapport au risque de chute et qu'est-ce qu'en pensait l'ergo, puis que l'ergo n'était pas là. Mais le médecin voulait pas statuer dessus, donc l'ergothérapeute n'avait pas donné son avis. Puis moi, là, j'étais juste l'assistante en ergo. Puis elle m'a interpellée, genre, qu'est-ce que tu en penses? J'étais là, mais moi, je suis juste assistante. Oui, elle me dit, oui, mais tu sais, tu étais au contact de l'ergo, qu'est-ce que l'ergo fait et tout ça? Mais j'étais là, mais je sais pas, mais vous êtes médecin, vous pouvez prendre la décision. En France, l'ergo, elle serait suivant les structures. Après, je vais nuancer. Suivant les structures, elle peut être interpellée. Je te dirais suivant les professionnels, mais on a quand même ce rôle, tu sais, c'est le médecin qui sait tout, puis après t'as le physio, donc le kiné, puis après l'ergo. Donc ouais, je te dirais quand même que l'ergo a une place plus prépondérante ici quand même. Puis là, je sais que par exemple toi, ton expérience n'est pas terminée, mais qu'est-ce que vous retenez le plus? Par exemple, toi, Émilie, de ton stage international, toi, ce que tu es en train de vivre en ce moment, puis ben toi et Laurie, que tu es en train de vivre encore, finalement, parce que tu fais encore la maîtrise avec nous, au final. Ben moi, c'est pas tant une leçon, mais en fait, ça a pas tant rapport à l'ergothérapie, mais c'est plus, j'ai tellement créé un lien fort avec ma mère d'accueil, tu sais, on se parle encore à ce jour, puis elle a une grande place dans mon cœur, elle m'a aidé avec mon estime de moi, parce que, tu sais, comme je vous dis, je pensais que je faisais tout mal en stage, puis elle m'a vraiment aidé là-dedans, puis comme j'étais déstabilisée, elle était toujours là pour moi, puis elle a continué de m'envoyer des pensées positives par texto, puis c'est comme... Pour vrai, elle m'a appris c'était quoi l'amour inconditionnel, puis j'en reviens de moins, là. Puis je lui ai dit, puis juste là, j'ai envoyé un cadeau, elle m'en envoie aussi, puis... Ouais. C'est bon d'avoir regardé ce lien. Ouais. Non, c'est beau, puis c'est le fun de voir que tu peux faire ça parce que c'est pas quelque chose à la base que tu penses avoir quand tu t'en vas faire un stage, mais que c'est le fun que t'aies pu avoir ça en plus de ton expérience. Ouais, vraiment. Puis vous, les filles? Bon, moi, je peux y aller, si tu veux, là. Je te dirais les opportunités. Le nombre d'opportunités que tu as ici, là, bon, après, c'est facilité parce que je suis française et tout, mais, tu sais, à mon stage, là, j'ai fait mon stage, puis elle me disait qu'elle cherchait une assistante en réadaptation, puis elle voulait, de base, avant même que je commence mon stage, tu sais, mon profil les intéressait, puis elle voulait m'en parler, puis elles ont attendu de voir un peu comment ça se passait. Mais c'est toutes ces opportunités-là. Puis là, c'est par exemple, je suis assistante, puis tu sais, j'ai ma supérieure, du coup, celle qui s'occupe des ergos, qui me propose plein de formations et tout. Puis c'est toutes ces opportunités qui te viennent, puis tu peux les saisir assez facilement là, et c'est ça, globalement, que j'aime bien. Moi, je dirais au niveau du processus d'ergo, au niveau des interventions, vu que c'est... Quand je compare la Belgique au Québec, vu que c'est totalement différent au niveau des évaluations, des observations, des prises de notes, je dirais que j'amènerais plus ça en Belgique pour améliorer l'ergo. Avec tout ce qu'on vient un peu de parler, pour vous, ce serait quoi l'idéal pour l'ergothérapie, avec la diversité d'expériences que vous avez eues, autant ici, il y a des points positifs et négatifs, autant en France ou en Belgique, il y a des points positifs et négatifs. Pour vous, ce serait quoi l'idéal de l'ergothérapie? Ça serait de continuer à prendre la place le plus possible parce que ça touche tellement à tout. Puis juste, par exemple, en santé mentale, j'ai essayé de faire mon petit bout de chemin en France de comme, il y a un patient qui me demandait « Ah, mais je peux parler de ça avec vous? » J'étais genre « Oui! » Puis même au Québec, comme d'aller, par exemple, juste avec les femmes victimes de violences conjugales. Mon prochaine maîtrise, c'est là-dessus, puis on veut prendre plus de place partout parce que, tu sais, les activités de tous les jours, c'est partout. Puis... Ah, je savais pas que tu faisais ton projet de maîtrise sur la violence conjugale. Ouais, avec Martine Lévesque. Ah, ok, oui. Là, ça fait du sens. Toi, Laurie? Ouais, honnêtement, là, je saurais pas te dire. Ouais, comme dit Émilie, prendre sa place partout, ne pas hésiter à se questionner. Je sais qu'en France, j'ai eu une prof qui nous avait interpellés par rapport au sommeil. Tu sais, elle nous disait, mais vous avez un rôle en tant qu'ergo par rapport au sommeil. Puis moi, j'étais là, c'est-à-dire, elle me disait, c'est une occupation, c'est 8 heures de notre journée. Puis tu sais, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, on doit prendre notre place là-dedans. Tu sais, on va pas être des spécialistes du sommeil, par exemple, mais tu sais, prendre notre place dans chacune des activités de la vie quotidienne, là. Ouais, c'est pas mal ça.
j'ai un mot en tête, mais j'arrive pas à trouver. C'est de populariser, mais comment je peux dire ça? Il y a un mot spécifique. Être un agent de changement. On a ça dans un de nos modèles. De rendre plus accessible. De faire la promotion. Ouais. Voilà, je dirais plus faire la promotion du métier, de faire reconnaître le métier au sein des équipes, que ce soit à l'hôpital ou dans des écoles, parce qu'il y en a beaucoup qui estiment pas le métier, qui reconnaissent pas le métier parce qu'ils savent pas ce que c'est. Donc je trouve que si on met en place des flyers, des brochures, des formations, ce genre de choses, ben je pense des podcasts. Voilà, des podcasts, oui, comme tu l'as dit, ça peut aller beaucoup mieux. OK, puis peut-être une petite dernière question avant, peut-être si vous avez des derniers commentaires. Pour les étudiants qui veulent soit faire un stage ou qui veulent aller carrément étudier à l'international, ce serait quoi les conseils que vous leur donneriez? Moi, j'aurais dit qu'il faut oser, vraiment oser, n'ayez pas peur. Au début, c'est toujours stressant, mais il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour découvrir la vie. Donc franchement, n'ayez pas peur, donnez-vous les moyens, travaillez et croyez en vous surtout, ayez confiance en vous. Voilà. J'aurais pas dit mieux, puis sinon comme voir plus loin que le bout de la paperasse, puis où c'est compliqué, puis où on a plein de problèmes, puis se dire que ça va valoir la peine, parce que justement sortir de sa zone de confort, c'est vrai là que ça fait grandir, c'est pas du tout un mensonge. Puis sinon d'avoir les documents prêts comme son passeport à jour pour pas vivre de tracas, c'est mon mot de la fin là. Expérience vécue? Oui. T'as eu ton passeport combien de temps avant de partir? Ben en fait, je l'avais, fait que je considérais pas le refaire faire. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une trace d'eau sur ma photo, puis ils peuvent ne pas l'accepter. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je prends le risque, est-ce que je prends pas le risque? Fait que là, ce petit moment d'hésitation-là fait que j'ai eu mon passeport comme une semaine avant. OK. Donc, être sûr que ton passeport, ta photo est bien, puis qu'il est à jour. C'est ça. Puis le mettre dans un Ziploc pour toujours. Moi, je trouve que vous résumez pas mal ça. C'est vraiment quelque chose, faut y aller, là, faut le tenter. C'est hyper enrichissant, que ce soit au niveau culturel ou au niveau professionnel. Puis vraiment, le petit conseil, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà fait ces démarches-là, puis qui peut t'aider. Parce que moi, du coup, vu que on a été aidés par les internationales des années du dessus, puis du coup, moi, j'aide celles qui vont venir aussi là en janvier, et c'est vraiment aidant parce que la moindre question que t'as là, tu leur poses, puis ils sont déjà passés par tout ça. Fait que si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou se renseigner, les groupes Facebook et tout, faut y aller. Mais après, j'ai une copine à moi qui a fait son stage ici à Montréal, elle est de Bruxelles. Quand elle m'a expliqué son stage, elle m'a fait un petit peu peur. Elle m'a dit oui, ils sont super stricts, vu que c'est beaucoup plus reconnu, c'est beaucoup plus carré. Même au tout début, on était à 15 à vouloir partir de l'école. Et après son discours, il y en avait vraiment 4-5 qui ont désisté. Et du coup, en fait, il faut savoir que chacun vit son expérience différemment et que il faut pas écouter tout le monde, tu vas faire ton propre expérience et voilà, si ça n'a pas été pour cette personne, ça veut pas forcément dire que ça va pas aller pour toi, donc voilà, chacun son expérience. Ben super, est-ce qu'il y a peut-être un truc qu'on n'a pas abordé aujourd'hui que vous voudriez aborder concernant soit votre expérience ou le voyage, peu importe? Oui, moi j'aimerais bien. Ben vas-y. Je dirais au niveau des finances. Voilà, faut savoir que Montréal, ça coûte très 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 cher. Que ça soit au niveau des logements, les courses, j'étais vraiment choquée. Tu vois la différence? Au niveau des fruits et légumes. Les fruits et légumes, ouais. Ouais. Non mais j'ai payé $10 un pain. Genre ouais, toi aussi tu prends des trucs non mais que ça soit genre au Dollarama ou bien au métro, ça coûte quand même cher, je trouve, la vie ici. Et donc il faut quand même prévoir un bon budget pour venir à Montréal si vous voulez faire un stage ou venir étudier ici. Je trouve que ça il faut bien le préciser, et même au niveau des tickets de transport,
vu que je suis stagiaire et pas étudiante, ben je paye 100 $ par mois pour la STM. La carte au puce. Oui, voilà. Ou bien mon carte téléphonique, ben je paye 50 $. Ouais. En Belgique, j'en paye 20 €. J'avais payé 10 en France. Ben voilà, mon abonnement STM, ben, je paye pas du tout vu que je suis étudiante. Il faut vraiment prévoir un budget. Je voulais juste préciser ça. Mm-hmm. Toi, Émilie, est-ce que ça a été... c'était très cher, toi, quand t'es allée... Ben, c'est sûr que moi, l'enjeu, c'était l'échange, parce que c'était comme 1,35 les euros versus le dollar canadien. Fait que moi, tout ce que je voyais, j'étais comme, OK, ben ça, c'est beaucoup plus cher que le prix qui est affiché. Bon, moi, il y avait pas les taxes et tout. Ah oui, vous avez les taxes aussi qui se rajoutent par après. Il y a ça. Mais nous, en tant que Québécois, on comprend pas pourquoi ils mettent pas les taxes sur les prix. On n'a jamais compris le principe de dire que tu mets pas les taxes sur les prix. Et il y a les tips aussi. Chez nous, il y a pas de tips. Tu donnes pas des pourboires. Et ça va de 15% jusqu'à 30%. J'ai trouvé ça tellement cher au début. Tu payes, je sais pas, tu t'achètes de la poutine. T'en as pour 15 $ et puis tu vois 20 $ au final. T'es là, ok. Ouais, mais moi, j'étais mal à l'aise de pas donner de tip en France. J'étais comme, mais là, s'il fallait, en tout cas. Mais ce qui m'a coûté cher, moi, dans mon voyage en France, c'est plus tous les petits voyages que je faisais chaque week-end pour aller Bruxelles, Bordeaux, tout ça, à partir de Lyon. Mais ça a valu la peine, mais reste que c'est ça qui m'a coûté cher. Ben, moi, je te dirais, il y a un truc que j'ai vite compris, là, dans ma vie à Montréal, c'est qu'il faut que je fasse le deuil de tout ce qui est, comment je vais dire ça? Genre, ma vie, donc le fromage, la charcuterie, puis le pain. Parce que c'est vraiment ça. C'est sûr que en tant qu'étudiante là, ouais, ça, ben tu te fais ce petit plaisir une fois de temps en temps. Tu fais attention parce que bien sûr c'est des choses qui sont pas d'ici. C'est vrai que les fruits aussi. Moi là, je viens de la campagne, fait que normalement moi ça vient de mon jardin, puis tu sais tu le sens la différence du goût. Donc parfois t'achètes ça, puis tu te dis bon je trouve quand même, quand tu fais la comparaison par rapport à la France, je trouve que mon panier de courses, c'est quand même plus ou moins la même chose, là, parce qu'en France, ça a bien augmenté les prix aussi. Mais bon, le goût n'est pas la même, ça, je te l'accorde. Après, t'as quelques astuces. Moi, je sais que, par exemple, là, mon forfait canadien, là, j'ai gardé mon forfait français, puis j'ai pris un truc à l'international, puis je paye genre 20 balles, puis j'ai accès à tout, genre je sais pas combien d'heures, je crois que j'ai appel SMS illimité. Ben j'étais chez mon opérateur et on m'a dit que c'était impossible à faire. Ah ouais? Ouais, que ça allait coûter hyper cher, donc je me suis dit est-ce qu'il laisse tomber ou quoi prends un truc de là-bas et voilà. Ouais. Mais je pense qu'en France, tous les Français ont fait ça parce que j'ai ma copine qui est venue avec moi, enfin une fille de ma classe, et c'est une Française, du coup elle m'a dit qu'elle avait pris aussi juste un truc en plus. Mais en Belgique on peut pas faire ça. En tout cas avec Base c'était pas possible, mon opérateur. Ah ouais. Parce que nous, je te dirais qu'en plus on est mieux lotis du coup que les Québécois parce qu'on paye moins cher. Puis on a plus de forfaits internet et tout que eux. Donc après c'est des petites astuces, mais globalement je te dirais c'est vrai, c'est un certain budget, puis c'est surtout au niveau des études là où tu sais il faut calculer. En ergo là par exemple, il faut que tu lâches facile 2000 balles là par trimestre ici ils font ça. Donc tu sais c'est quand même un certain budget qu'il faut avoir, puis qu'il faut avoir en tête. Puis au niveau pareil des courses puis de logement, je trouve que c'est quand même pas mal pour avoir été à Bordeaux, je trouve que ça se ressemble quand même pas mal. C'est parfois un peu plus cher sur certaines choses, mais voilà. Ça finit par s'équivaloir en bout de ligne. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a un point que tu as ajouté, c'est les tips. Là, si tu veux, les sorties, là, c'est vrai que les sorties, c'est un peu plus cher, puis il faut que tu mettes les tips. Fait que du coup, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, ça revient cher. Après, moi, je sais que quand je vais commencer à travailler en tant qu'ergo, là, le salaire, c'est pas la même qu'en France. Je vais être mieux payé. Fait que du coup, je pense que ça s'équilibre. Mais il faut que tu sois dans un bon secteur, quoi. Est-ce que tu comptes rester ici pour pratiquer? Moi, oui, je compte rester. C'était le but. C'était parce que ici, vu que vous êtes en avance, là, j'ai vraiment envie d'en apprendre le plus. Donc, pour en apprendre, faut pratiquer, puis c'est ça. Il faut savoir qu'en Belgique, on paye pas autant pour les études. Et même, j'ai reçu une grosse bourse de l'État. Et c'est pas du tout la même chose que la France. On paye pas 2000 par trimestre, t'as dit? Ouais, ici, c'est 2000. En France, moi,
j'ai payé 1 000 € l'année en France. 1000, ok. Moi, j'ai reçu 2000 € parce que je suis boursière, donc voilà, c'est chacun. Ouais, le côté financier ici, c'est que tu as des prêts et bourses du gouvernement selon certains critères. Ouais. Par exemple, la majorité de notre cohorte n'avait pas accès aux prêts et bourses avant la maîtrise parce que pour avoir accès, c'est soit tes parents sont morts, soit t'es marié, soit t'as des enfants, ou soit t'as déjà 90 crédits, c'est-à-dire un bac ou une licence, je pense qu'en France ou en Belgique, dans un programme en particulier. Et donc, la majorité des étudiants ne l'avaient pas. Moi, je l'avais parce que je suis plus vieille et j'ai fait d'autres programmes avant. Mais sinon, on est parmi, au Canada, je pense que c'est là où on paye le moins cher pour les études parce que c'est beaucoup financé par le gouvernement. J'avais une amie qui elle est allée étudier en Ontario, à Toronto, et elle étudiait ça devait être en business ou en marketing, et elle, ça lui coûtait par année entre 35 et 40 000 $ pour ses études. Wow. C'est dingue. Donc, c'est vrai que c'est vraiment mieux, ce serait vraiment mieux si c'était gratuit, mais quand même, on se dit, comparé au reste du Canada et aux Américains qu'on a au Sud, on est moins pire, on va se dire. Puis si je peux ajouter là, nous en tant que Français puis Belges là, on paye le même prix que les Québécois parce que les étudiants, même s'ils parlent français, mais tu sais qu'ils viennent de d'autres pays là, c'est 7 000 balles le trimestre. Ah ouais, il y a des ententes entre pays, mais je pense que la France et la Belgique, vous payez le même tarif que les étudiants québécois. Donc malgré le fait que ce soit quand même cher, on s'en sort. Mais c'est un certain budget quand même. Après, sur ce côté financier, est-ce qu'il y a peut-être d'autres points que vous voudriez apporter de manière générale sur le sujet d'aujourd'hui? On a pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour. Ben, peut-être juste de faire ces demandes de bourse à temps. Pour ce qui est du stage international, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la bourse logique pour l'avion parce qu'il y avait une date limite. On est comme 2 à l'avoir eu sur 12. OK. Ouais. D'accord. Donc, en résumé, bien planifier au niveau financier, bien regarder les bourses, se renseigner auprès des gens qui ont déjà fait les démarches. Est-ce que j'ai oublié un point? Se lancer. Se lancer, c'est vrai, le plus important. Et faire beaucoup de recherches avant de venir, bien sûr. Ben, super, merci beaucoup les filles d'avoir accepté de faire ça aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre expérience, pour vos témoignages. On espère que vous avez apprécié le podcast. Merci beaucoup. Merci à toi.